Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Au sommaire de ce journal, au Gabon comme dans le monde, la Toussaint, souvent confondue avec la fête des morts, a été célébrée ce mardi. Les parents des défunts se sont rués dans les cimetières de Libreville. Dans ce journal, la différence entre la Toussaint et la fête des morts. Nous irons au Rwanda où, après la levée de boucliers suite à l'enquête sur la mort de l'ancien président Habyarimana, le Rwanda a publié une liste de 22 officiers supérieurs français impliqués selon lui dans la planification et l'exécution du génocide de 1994 contre les Tutsis qui a fait plus de 800 000 morts. Et puis en Haïti, plusieurs semaines après l'ouragan Matthew qui a dévasté le sud de l'île, l'incertitude plane autour de l'organisation des élections qui devraient avoir lieu dans moins de 3 semaines, mais rien n'est plus sûr. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous une fois de plus sur Gabon 24. Et pour commencer en ouverture de ce journal, la communauté camerounaise du Gabon a organisé ce lundi à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville une messe d'action de grâce en la mémoire de leurs compatriotes décédés dans l'accident de train survenu le 21 octobre en cours dans la ville d'Ezeka, à 200 km au sud de Yaoundé, au Cameroun. Un accident qui a fait jusqu'alors plus de 70 morts et près de 200 blessés. Le récit de Lardingue Mamba sur les images de Joël Tatou. 12 jours après la catastrophe des Ezeka au Cameroun qui a fait officiellement 79 morts et 551 blessés, la communauté camerounaise vivant au Gabon a organisé une messe d'action de grâce en l'honneur des 70 victimes du déraillement du train Camrail entre Yaoundé et Douala. Vivre ce que le Cameroun vient de vivre, parler de catastrophe, c'est peu dire. Il s'agit effectivement d'une tragédie. Et on ne peut rester insensible. Aux premières loges, le consul général de l'ambassade du Cameroun et certaines personnalités politico-administratives gabonaises qui ont tenu à apporter leur soutien et compassion à cette nation sœur. À travers notre participation à cet office religieux, à réitérer à la fois nos condoléances, notre passion et à manifester notre solidarité vis-à-vis du peuple camerounais qui est durement éprouvé. Nous avons, avec la communauté, estimé que lorsque le génie humain montre ses limites à travers le décès, l'action que nous devons poser, c'est celui de se recueillir et rendre grâce au Seigneur. Nous sommes venus là exprimer notre compassion avec les familles endeuillées et dire aussi à Dieu notre gratitude pour son action. La diaspora camerounaise a offert des sièges à l'église pour rendre grâce à Dieu afin qu'il accueille les victimes des Ezeka dans son royaume. Poursuivons avec de la religion et j'en viens à présent à la célébration de la Toussaint ce 1er novembre. Le Gabon n'est pas en reste. En marge de cette fête, à Libreville, les cimetières ont été pris d'assaut par les parents des défunts pour honorer leur mémoire. Le compte rendu de Mirandangue et Gina Massunga. Ils étaient des centaines ce mardi 1er novembre à prendre l'assaut dans les cimetières pour honorer la mémoire de leurs défunts, jour de la célébration des saints. Nous sommes au cimetière de Plein Niger dans le 4e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise. Ici, l'heure est au nettoyage des tombes. Mais il faut simplement retenir que le temps n'efface ni la douleur ni le souvenir. Donc c'est autour de ces deux thèmes que les gens se retrouvent entre le 1er et le 2 pour honorer les saints et nos parents disparus. C'est très important quand un membre de la famille vient faire l'entretien, ça fait aussi comme une bénédiction, c'est une bénédiction hein, aussi pour la famille. Outre le nettoyage et l'embellissement des tombes, un rituel est consacré à cet effet. À cette occasion, nous profitons pour prendre, comme on dit, entre parenthèses, un verre avec eux, on boit un peu, on leur donne ce qu'ils aimaient boire lorsqu'ils vivaient. Juste question de leur rendre hommage en cette journée. Ça fait partie de notre patrimoine à nous. Et c'est une culture pour nous et c'est comme ça. Donc c'est des traditions. Maintenant, par la suite, quand on dépose, ça, c'est une reconnaissance aussi pour ceux qui sont partis à 1,50 m. Parce qu'ils sont à côté de nous, ils sont là, ils nous soutiennent, ils sont là toujours.
Comme tous les 1er novembre, malgré l'accès difficile à ces endroits où reposent les morts, la forte pluie qui s'est abattue n'a pas affaibli le moral des uns et des autres. L'objectif recherché de cet instant étant dédié à la propreté. Le 1er novembre, donc, les chrétiens célèbrent la Toussaint, la fête des saints. Et le lendemain, c'est au tour des défunts d'être commémorés. Pour l'occasion, la rédaction de Gabon 24 s'est interrogée sur la différence qui existe entre le 1er et le 2 novembre. Pour le savoir, suivons ce reportage de Bienvenue Nelken. La Toussaint se célèbre le 1er novembre. C'est une fête joyeuse. C'est la fête de la communion des saints, c'est-à-dire de tous ceux vivants ou morts qui sont déjà réunis en Dieu par la foi. Il faudra avoir accompli des miracles ou des actes particulièrement vertueux, aux yeux de l'Église bien sûr, actes qui peuvent engager une procédure de canonisation au Saint-Siège. Le 2 novembre, au lendemain de la fête de la Toussaint, l'Église catholique commémore ses fidèles défunts. Au Gabon, on constate qu'il y a une confusion entre ces deux dates, le 1er et le 2 novembre. Le 1er, de nombreuses familles vont déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs disparus. Depuis plusieurs années, on revient un peu là-dessus. La Toussaint, c'est la célébration des saints, comme je l'ai dit. Nous demandons l'intercession de toutes ces personnes qui ont mené une vie exemplaire. Et donc nous demandons leur intercession, c'est-à-dire qu'ils prient pour nous. Par contre, le lendemain, donc le 2 novembre, c'est nous qui prions pour tous nos défunts. Le 2 novembre, ce jour est traditionnellement consacré au souvenir, à l'embellissement, à une visite familiale au cimetière et à l'entretien des tombes. La célébration de la Toussaint est aussi l'occasion pour les commerçants de faire leurs petites affaires. Et comme vous allez le voir, un véritable commerce s'est créé autour de cette fête. En témoigne ce constat de Mirandangue et Nina Masunga. Durant la commémoration des saints, nombreux commerçants profitent de ce jour pour écouler leurs marchandises. C'est le cas de la vente des fleurs et des bougies qui permettent d'embellir la tombe des défunts. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Qui est la fête de Toussaint pour les morts. Donc on vient vendre des fleurs et des bougies pour ceux qui veulent embellir leur tombe, qui veulent accompagner les parents au ciel. Les bougies sont faites pour les accompagner au ciel avec de leur lumière. Et les fleurs, on pose des gerbes de fleurs juste pour montrer qu'on pense à eux, quoi. Ce commerce est rentable non seulement pour les commerçants, mais aussi pour les acheteurs qui profitent de se ravitailler sur place au lieu de se rendre dans un magasin. Pour moi, je pense que les prix sont abordables. C'est apporté aux moyens de tout un chacun. Vous retrouvez des fleurs de 4 000, de 2 500. Je pense que pour cette année, ils ont mieux réfléchi. Le prix est abordable et puis la qualité des fleurs aussi. Ça convient à peu près au prix. La Toussaint est une étape qui précède celle de la commémoration des fidèles défunts, prévue le 2 novembre selon la date liturgique chez les chrétiens catholiques. Et puis au Gabon, l'entrepreneuriat chez les jeunes prend forme. Dans ce rajeunissement, les jeunes femmes sont nombreuses à se lancer dans l'auto-emploi. Le cas dans cette session de 2 sœurs qui font la paire dans un institut de beauté à Libreville. Sybille Mengue, Jocelyn Bombadianga. Elvie à la coiffure et Jennifer au maquillage. Ces 2 jeunes sœurs d'une grande complicité ont donc misé sur leurs passions respectives pour ouvrir ensemble leur institut de beauté et vivre leurs rêves. 5 mois déjà qu'elles mettent ensemble leur savoir-faire au service de leur clientèle. Depuis toute jeune, j'ai toujours eu une passion pour la coiffure. Et donc, en grandissant, moi et ma petite sœur, Jennifer, nous avons décidé d'ouvrir un salon de coiffure, voilà. Et donc, c'est pour nous prendre en charge. J'adore ce métier et j'espère qu'à l'avenir, je vais aller de l'avant, quoi. Je suis une étudiante à l'Institut de gestion. J'ai appris à maquiller auprès d'une Sénégalaise dans un salon de beauté. Ça fait 3 ans de cela et maintenant, je maquille ici avec ma grande sœur qui coiffe et moi, je fais le make-up ici. Toutes deux, la vingtaine révolue, la concrétisation de leurs rêves communs, bien que naissants, intensifie leur détermination à réussir et elles espèrent en inspirer plus d'une.
On avait déjà les idées bien avant. On avait les idées, mais il n'y avait pas encore de moyens. On a vu les parents, nos parents respectifs. Ils nous ont aidés financièrement. Et on a ouvert. Au Gabon, la jeunesse est désormais plus qu'entreprenante et investit de multiples secteurs d'activité. L'oisiveté n'est plus de mise, mais l'heure est dorénavant au travail. Ouvrons à présent la page Afrique de cette grande session. Tout d'abord, le ministre français de la Défense a officiellement proclamé ce lundi à Bangui la fin de 3 ans d'opérations militaires françaises en Centrafrique, laissant un pays dans l'angoisse, désormais sous la seule protection des Nations Unies, faute d'un État et d'une armée capable de résister aux groupes armés. L'opération militaire débutée en 2013 sous le nom de Sangaris arrive à terme. Lundi, la France, qui est l'initiateur de cette mesure de défense en Centrafrique, a annoncé le retrait de ses troupes. Un retrait jugé hâtif car le pays se trouve encore dans une situation de stabilité précaire. La mission Sangaris, d'ailleurs par son seul nom, le nom d'un papillon, avait vocation à être éphémère. Il avait toujours été dit que c'était une intervention en relais. Donc c'est une étape, c'est une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre. Au cours de cette opération, des soldats sont tombés sur le champ d'intervention. Un hommage leur a été rendu. Au terme de cette mission, l'opération militaire Sangaris s'arrête, mais la présence de la France ne s'arrête pas, puisque nous serons présents dans la MINUSCA, je l'ai indiqué tout à l'heure, dans la mission des Nations Unies. Nous sommes présents dans la mission de formation des FACA et nous avons par ailleurs, nous allons renforcer une coopération bilatérale avec les forces armées de Centrafrique. Le séjour des troupes françaises a été entaché par des accusations d'abus sexuels qui font actuellement objet d'enquête judiciaire. Mais désormais, il revient à la mission des Nations Unies, MINUSCA, d'assurer la protection des civils ex-Seleka, anti-Balaka et autres groupes d'autodéfense qui refusent de rendre les armes. L'organisation a encouragé la Centrafrique à prioriser la lutte contre l'impunité. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a demandé ce lundi au président tchadien Idriss Déby d'intervenir auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosana Dlamini Zuma, afin que celle-ci transmette sa demande d'adhésion aux pays membres de l'organisation. Le même jour, il a reporté sa visite en Éthiopie à une date ultérieure, dernière étape de sa tournée est-africaine. Le récit de Katia Sandon. La demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine traverse une zone de turbulence. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a eu ce lundi un entretien avec le président tchadien Idriss Déby Itno afin de lui demander d'intervenir auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, pour qu'elle transmette aux États membres la demande de réintégration du Maroc au sein de l'UE. Le même jour, il a appelé le Premier ministre éthiopien Marion et s'est accordé avec lui pour reporter la visite officielle qu'il devait effectuer dans ce pays dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Est. Celle-ci devrait finalement avoir lieu juste après la COP22, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre. L'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine et devrait accueillir le prochain sommet de cette organisation en janvier. Le fait que le roi du Maroc y reporte sa visite peut être interprété comme une volonté de sa part de donner une meilleure visibilité à son projet de réintégration de l'Union. En effet, la procédure veut que la présidente de la Commission informe les États membres de la demande marocaine par courrier afin de les préparer à une séance de vote qui devrait avoir lieu lors du prochain sommet de l'UA à Addis Abeba. Une source diplomatique camerounaise a confirmé à Jeune Afrique que cette demande n'a pas encore été notifiée par son pays. En sa qualité de chef du 27e sommet de l'UEA qui a eu lieu en juillet dernier à Kigali, Idriss Déby Itno a donc été appelé à la rescousse. Je vous le disais en titre, le Rwanda a publié ce lundi une liste de 22 officiers supérieurs français impliqués selon lui dans la planification et l'exécution du génocide de 1994 contre les Tutsis dans ce pays. Le récit de Larissa Matsumo. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide, CNLG, qui a rendu public le document, soutient que 22 acteurs français ont été impliqués dans le génocide rwandais, à la fois comme auteurs et complices. Parmi les officiers supérieurs français accusés d'avoir joué un rôle dans le génocide de 1994 au Rwanda, figure le général Jacques Laxand,
Au moment des faits, celui-ci était le chef d'état-major des armées françaises de 1991 à 1995. Kigali considère que l'opération française turquoise, autorisée par les Nations Unies alors déployée au Rwanda, était une véritable force d'occupation, impliquée dans des crimes graves, soutenus et occultés par la France. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide a publié sur son site les noms ainsi que les agissements supposés de ces 22 hauts gradés de l'armée française. La CNLG estime que les forces françaises ne veulent pas que leurs actes soient connus, malgré leurs preuves. Début octobre dernier, la justice française a rouvert l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana, considéré par les experts comme étant l'élément déclencheur du génocide de 1994, dans lequel 800 000 personnes ont été tuées selon l'ONU en 3 mois, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Allons maintenant en Afrique du Sud, où les avocats du président sud-africain ont défendu ce mardi devant un tribunal de Pretoria leur requête visant à bloquer la publication d'un rapport potentiellement très embarrassant pour Jacob Zuma sur la corruption à la tête de l'État. Le récit de Bienvenue Nelkem. La justice sud-africaine étudie un recours de Jacob Zuma pour bloquer la sortie d'un rapport explosif. Ce rapport, très attendu, a été rédigé par la médiatrice de la République, Thuli Madonsela, avant qu'elle ne quitte son poste mi-octobre, où elle était chargée de veiller au bon usage des deniers publics. Pendant ses 7 ans de mandat, Thuli Madonsela s'est illustrée par sa détermination à lutter contre la corruption au sommet de l'État et est devenue la bête noire du président Zuma. Les avocats du président sud-africain Jacob Zuma ont défendu ce mardi devant un tribunal de Pretoria leur requête visant à bloquer la publication d'un rapport potentiellement très embarrassant pour le président de la République sur la corruption à la tête de l'État. Le chef de l'État avait déposé un recours d'urgence devant la justice pour interdire la publication de ce rapport, prévu le 14 octobre. La Haute Cour de Pretoria a étudié mardi cette requête qui a de fait suspendu la publication du document et que contestent notamment 4 partis d'opposition. Pendant l'audience, la défense du président a argumenté que l'opposition n'avait pas d'intérêt direct ou fondamental dans cette affaire. Maître Anteya Platt, représentant M. Zuma, a aussi réclamé davantage de temps pour le président afin qu'il puisse répondre aux questions soulevées dans le rapport. L'information hors du continent nous amène tout d'abord en Irak, où des responsables militaires et des représentants de la coalition internationale ont tenu une réunion dans la base de Makmour, à 20 km des premières lignes djihadistes, au cours de laquelle ils ont discuté de la bataille pour reprendre Mossoul aux mains des djihadistes du groupe État islamique. Le récit de Lardingue Mamba. Alors que l'offensive sur la deuxième ville irakienne est rentrée dans sa 3e semaine, les soldats irakiens sont rentrés ce mardi dans Mossoul, lançant ainsi la véritable bataille pour reprendre la plus grande ville conquise par les djihadistes du groupe État islamique. Nos héros avancent à un rythme soutenu et réalisent des exploits. Depuis le début de l'offensive destinée à libérer Mossoul, plus de 3000 bombes et roquettes ont été larguées sur des cibles de Daesh. Toutes ces armes sont les armes de précision parce que nous reconnaissons l'importance de protéger la vie des civils. Cette offensive d'envergure, la plus importante en ces jours des forces irakiennes dans leur guerre contre l'État islamique, est toujours dans sa phase initiale, durant laquelle des dizaines de localités situées dans des plaines autour de la ville ont été repris aux djihadistes avec le soutien aérien de la coalition internationale. Depuis le 17 octobre, des dizaines de milliers de membres de forces de sécurité évoluent sur le front Est, Sud et Nord. Des unités paramilitaires dominées par des milices chiites viennent par ailleurs de lancer une offensive à l'Ouest pour priver les djihadistes de leur liberté de mouvement entre Mossoul et la frontière syrienne. L'opposition pakistanaise a renoncé à bloquer les rues d'Islamabad, se déclarant satisfaite d'une décision de justice ouvrant la voie à une enquête pour corruption sur la famille du Premier ministre Nawaz Sharif, tel que nous le rapporte Gaël Mapessi. Le parti populiste Mouvement pour la justice avait promis 1 million de manifestants et la paralysie de la capitale à partir de mercredi pour réclamer la démission de M. Sharif.
Mais son chef de file, l'ex-champion de cricket Imran Khan, a subitement tourné casquette ce mardi 1er novembre, criant victoire après une audition de la Cour suprême et reporté la manifestation. Je vous recommande de rentrer chez vous pour vous reposer, car demain, il vous faudra revenir à Islamabad. En réalité, la procédure a à peine débuté. La décision de la Cour suprême ouvre la porte à la formation d'une commission d'enquête sur les biens détenus à l'étranger par les enfants de M. Sharif via des holdings offshore dont l'exercice avait été révélé en avril par les Panama Papers. Aujourd'hui, quand je suivais les procédures à la Cour suprême, j'étais très content de voir que la Cour suprême a décidé d'entamer après-demain une enquête pour corruption contre le Premier ministre Nawaz Sharif, suite aux fuites des Panama Papers. En dépit des menaces de M. Khan, la mobilisation ces 2 derniers jours s'est cantonnée à quelques zones à la périphérie de la capitale et à l'autoroute reliant Peshawar et Islamabad. Quelques 5000 protestataires y ont été repoussés dans la nuit du lundi à mardi par la police à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. J'en viens à présent à ce congrès sur le cancer qui s'est ouvert ce lundi en France et où plus de 110 pays représentant les acteurs majeurs dans la lutte contre le cancer sont donc réunis à Paris. Occasion pour eux de faire le point et surtout de mobiliser la société face à ce fléau sans cesse grandissant qu'est le cancer. Le compte rendu de Bienvenue Elkem. Mobilisation générale dans le monde pour lutter contre le cancer. Quelques 3500 délégués de plus de 110 pays sont réunis à Paris depuis ce lundi pour faire le point et mobiliser la société face au cancer. Un fléau grandissant qui tue plus de 8 millions de personnes par an dans le monde. Les femmes seront, si on ne fait rien, les premières victimes du cancer, très bientôt. Et une femme frappée par la maladie, et c'est toute la structure sociale d'une communauté qui est mise en danger. Parce que les femmes dont certains cancers peuvent être dépistés échappent trop souvent au progrès de la médecine. Pour François Hollande, chef de l'État du pays hôte, l'accès aux médicaments est un enjeu planétaire. Pour la France, c'est un enjeu planétaire. C'est un élément de justice. Mais c'est aussi une revendication de droits de l'homme, une affirmation de dignité. Comment accepter qu'il y en ait qui soient soignés et d'autres pas? Comment imaginer un monde où nous savons qu'il y a des médicaments qui font guérir et des populations qui ne pourront jamais y accéder pour des raisons de prix? Environ 350 intervenants, dont 70 chercheurs, prendront la parole pendant le congrès qui doit s'achever ce jeudi. Et nous partons pour le Salvador où un concessionnaire de voitures appartenant à un cousin de l'ancien président d'El Salvador, Elias Antonio Saca, a été perquisitionné ce lundi par des membres de la police civile nationale et le procureur général. Saca et 6 autres anciens responsables de son administration ont été arrêtés ce dimanche, accusés d'avoir détourné, tenez-vous bien, 246 millions de dollars. Sibyl Mengue s'en fait l'écho. Le procureur général du Salvador a accusé lundi l'ex-président Elias Antonio Saca et 6 autres anciens responsables de son administration, arrêtés dimanche, d'avoir détourné 246 millions de dollars. Selon les enquêteurs, au moins 116 millions de dollars ont été encaissés en liquide après avoir été transférés dans des comptes de l'État vers ceux d'employés de la présidence qui reversaient finalement ces sommes sur les comptes bancaires d'entreprises proches des accusés, a-t-il expliqué. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs entreprises liées à un cousin de l'ex-président Saca ont été perquisitionnées lundi. Elias Antonio Saca, 51 ans, et 6 autres anciens responsables de son administration ont été arrêtés dimanche, accusés d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Parmi les autres personnes interpellées aux côtés de l'ex-chef de l'État dans un restaurant de luxe lors du mariage d'un de ses fils, figure un ancien dirigeant de la Compagnie des Eaux, César Funes, 46 ans, et l'ex-chargé de la communication du président, Julio Rank, 65 ans.
Elias Antonio Saka, alors membre du Parti conservateur Alliance républicaine nationale, a gouverné de 2004 à 2009 le Salvador, petit pays d'Amérique centrale gangréné par la violence des gangs. Il avait été exclu de cette formation en 2009, accusé par les cadres de l'ARENA de trahison pour avoir soi-disant facilité la victoire historique de la gauche à la présidentielle. Mauricio Funes, premier ministre de gauche, élu depuis 20 ans au Salvador, lui avait succédé à la tête du pays. Et puis, sport, football, avant de refermer cette session, Miroslav Klose, le recordman des buts marqués en Coupe du Monde, a officiellement mis un terme à sa carrière ce mardi et va de ce fait rejoindre l'encadrement de l'équipe nationale allemande, a annoncé ce mardi la Fédération allemande de football. Le récit de Gaël Mapessi. Auteur de 16 buts en phase finale de la Coupe du Monde, Klose, 38 ans, meilleur buteur de l'histoire de la compétition, a officiellement annoncé sa retraite et va désormais se consacrer à une formation d'entraîneur et intégrer immédiatement l'équipe de Joachim Löw, le sélectionneur des champions du monde. Également meilleur buteur de toute l'histoire de la Mannschaft, 71 buts en 137 sélections, Klose s'est mis d'accord avec son ex-sélectionneur. Il est attendu que parallèlement à sa formation, le champion du monde 2014 va travailler avec l'encadrement de la Mannschaft dès le prochain rendez-vous international en qualification pour le Mondial 2018 le 11 novembre et le 15 novembre en amical contre l'Italie. Klose avait joué son dernier match sous le maillot allemand lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, victoire 1-0 contre l'Argentine. Quelques semaines après ce triomphe, il avait annoncé sa retraite internationale. Il avait débuté en 2001 avec l'équipe nationale et avait été vice-champion du monde en 2002, victoire finale du Brésil, terminant deuxième meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, tous marqués de la tête. Il aura disputé au total, comme joueur, 4 Coupes du Monde où il a atteint à chaque fois au minimum les demi-finales et 3 phases finales de l'Euro. Le rappel des titres avant de marquer un point final à cette grande session. Au Gabon, comme dans le monde, la Toussaint, souvent confondue avec la fête des morts, a été célébrée ce mardi. Les parents des défunts se sont rués dans les cimetières de Libreville. Dans ce journal, nous avons appris la différence entre la Toussaint et la fête des morts. Nous étions au Rwanda où, après la levée de boucliers suite à l'enquête sur la mort de l'ancien président Habyarimana, le Rwanda a publié ce lundi une liste de 22 officiers supérieurs français impliqués selon lui dans la planification et l'exécution du génocide de 1994 contre les Tutsis qui a fait plus de 800 000 morts. Et puis en Haïti, plusieurs semaines après l'ouragan Matthew qui a dévasté le sud de l'île, l'incertitude plane autour de l'organisation des élections qui devraient avoir lieu dans moins de 3 semaines, mais rien n'est plus sûr, tel que nous l'ont rapporté nos envoyés spéciaux. Voilà ce qui met un terme à cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.